pour votre présence pour cette conférence que nous allons introduire rapidement maintenant, à la fois en présentiel ici dans les locaux de Junia, avec la Grande École d'ingénieurs, et également en distanciel. Je rappelle que cette conférence sera enregistrée et disponible donc en podcast par la suite. Donc, très heureux de vous accueillir sur cette conférence qui a été facilitée par Marie-Cécile Damave d'Agridé, qui se présentera tout à l'heure, qui est avec nous aujourd'hui, et évidemment avec notre star Pamela Ronald, professeure de phytopathologie à l'Université de Californie. Elle pourra préciser également la ville d'où elle vient, en particulier sur la table de demain, l'agriculture bio, la génétique et l'avenir de notre alimentation. Il y a des agriculteurs dans la salle qui, depuis longtemps, travaillent sur ces sujets. Il y a aussi des spécialistes qui ont siégé dans les comités de bioéthique. On en parlera également avec Thierry Gourmet présent. Et moi-même, je suis, donc, vous avez le prince, vice-président de Junia, de l'école d'ingénieurs, et sans plus tarder, puisque nous co-animons cette journée, cette conférence, je passe la parole à Angélique, qui va nous dire quelques mots sur Junia Luni, qui héberge cette conférence aujourd'hui. Un grand merci en tout cas. Tu peux venir. Xavier. Bonjour d'abord à tout le monde dans la salle, tous les présents et également tous ceux qui sont à distance et qui nous suivent. Donc, Junia Luni, c'est le réseau des diplômés et des étudiants de Junia, donc HEI, ISA, ICEN. Et on fait dans le cadre, donc on a des clubs professionnels et dans le cadre du club Agriculture de demain, on vous propose cet événement. Donc en avant-première avec l'auteur qui a présenté Xavier, Pamela, qui est professeur de phytopathologie aux États-Unis, qui a présenté qui est co-auteur, qui vient de présenter son livre. Et puis en présence de Marie-Cécile Damave, voilà, le réseau des alumni, c'est 37 000 diplômés et étudiants. Et nous avons le plaisir de vous présenter un livre exceptionnel qui est un best-seller aux États-Unis et vient d'être traduit en français et dont Pamela fait la promotion en France. Donc, elle est passée par plusieurs villes de France et elle a présenté également à l'ambassade américaine. Et là, maintenant, c'est chez nous. Donc, on a la chance de l'avoir avec nous. Merci. C'est la vidéo. Pas la vidéo. Encore, je vais dire quelques mots avec lui. Alors, est-ce que le micro marche toujours? Oui. Oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Marie-Cécile Damave. Moi, je suis responsable innovation et affaires internationales dans le think tank Agridé. Et en fait, pourquoi je suis là aujourd'hui? En fait, c'est parce que la traduction du livre La table de demain est en fait publiée aux éditions Agridé. Agridé, qu'est-ce que c'est? C'est un think tank qui est basé à Paris et qui est également éditeur d'ouvrages. Et donc ça, c'est le dernier ouvrage que nous éditons. Nous sommes très heureux d'avoir supervisé en fait la traduction de cet ouvrage. La traduction a été assurée par quelqu'un qui s'appelle Marc Boutry, qui est un professeur émérite de l'Université de Louvain, et avec qui j'ai beaucoup travaillé ces 18 derniers mois à la traduction. Moi, je n'ai fait que la réviser, ça m'a déjà pris beaucoup de temps. Il a fait un énorme travail, non seulement de traduction, mais en fait, il a fait une traduction augmentée. Il a mis à jour beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, de références, etc. Donc, vraiment bravo à lui. Juste quelques mots sur Agridé. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne nous connaîtraient pas? On est donc un think tank, une petite association d'une dizaine de personnes reconnues d'utilité publique et qui est issue de la Société des agriculteurs de France, qui a été créée en 1867. Donc, on a fêté nos 150 ans il n'y a pas si longtemps. Et en fait, on est une association qui a été créée par des agriculteurs et pour des agriculteurs pour en fait réfléchir aux enjeux de demain, aux différentes stratégies, opportunités pour les agriculteurs demain, avec comme valeur fondatrice humanisme et progrès. Donc, on situe en fait les humains et en particulier les agriculteurs au cœur des enjeux que l'on travaille. Et on travaille sur les progrès au pluriel, progrès organisationnels, technologiques, juridiques, économiques, etc. etc. Donc, l'idée, c'est vraiment une réflexion prospective.
Alors, les autres ouvrages que nous avons édités, hein, je vous les donne en vrac. Un ouvrage qui date de 2016 sur l'histoire de l'agriculture de 1867, donc l'année de notre fondation jusqu'à nos jours. 150 idées pour la réussite de nos agriculteurs, de nos agricultures au pluriel, avec c'était à l'occasion de nos 150 ans, à l'occasion de notre anniversaire. Un ouvrage également sur les biens communs en agriculture, tragédie ou apologie. Et puis, l'année dernière, on avait publié également un ouvrage qui s'intitulait Le CO2 vert capturé par le droit, le carbone en agriculture et en sylviculture. Cette thématique qu'on a pas mal travaillée. Voilà. Alors, pourquoi on a décidé de publier en fait la traduction de ce livre sur la table de demain? En fait, on est très sensible aux valeurs qui sont portées par ce livre. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un livre original qui porte qui fait la promotion en fait du mariage entre les innovations technologiques et puis les bonnes pratiques agronomiques au service d'une agriculture plus durable et d'une alimentation durable. C'est ça en fait qui fait vraiment son originalité. Et en fait, cette association entre les pratiques des innovations technologiques et en particulier de la sélection variétale avec les biotechnologies, en fait, c'est la spécialité de Pamela Ronald qui est ici présente. Et puis, les bonnes pratiques agronomiques, en particulier de l'agriculture biologique, eh bien, en fait, c'est l'expertise de son mari, Raoul Adamczak, qui est co-auteur de ce livre avec elle. Voilà. Alors, je précise que c'est la traduction de la deuxième édition de ce livre. Il y avait une première édition qui était parue en 2008, donc aux États-Unis. Deuxième édition en 2018, et donc là, il s'agit de traduction augmentée, donc en français, de la deuxième édition. Les deux premières éditions en anglais avaient été publiées à Oxford University Press. Et je précise aussi que c'est la première traduction dans une langue européenne, puisqu'il y a eu d'autres traductions, et c'était des langues asiatiques, puisqu'il s'agit du chinois, du coréen et du japonais. Et pourquoi? En fait, parce qu'il est beaucoup question du riz, qui est en fait la spécialité de Pamela ici présente, qui est phytopathologiste et généticienne du riz, et vraiment son domaine d'expertise. Voilà. Alors, il est question d'innovation et d'international. C'est pour ça que je suis effectivement une fonction chez APD. Alors, c'est un livre que je vous recommande. Il est long, hein, il fait plus de 380 pages. Il y a beaucoup à lire, mais il est très facile à lire parce que vous le prenez dans n'importe quel sens. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il est très informatif. Vous pouvez commencer à n'importe quel endroit. Vous voyez, j'ai mis plein de marque-pages. En fait, il y a différentes tables des matières. Vous avez la table des matières générales et puis la table des encadrés. Il y a plein d'encadrés qui sont très, très informatifs et très ciblés. Et puis, c'est aussi un livre de recettes. C'est un livre de recettes parce que la convergence, en fait, de ces différentes pratiques ou techniques, ben, en fait, c'est au service d'une agriculture durable et d'une alimentation durable et en fait, d'une alimentation conviviale où il fait bon se retrouver, en fait, entre amis, en famille, voilà, autour d'un beau repas qu'on a préparé ensemble et qu'on va déguster ensemble. Et c'est ça, en fait, qui nous a plu, ce côté partage du repas ensemble. Ça, c'est vraiment particulier. Parce qu'il y en a beaucoup des livres sur les biotechnologies ou sur l'agriculture biologique. Et le fait de partager un bon repas ensemble, en le reliant à tout ça, ça, c'est vraiment très original. Il nous a semblé. Voilà, donc je vous invite vraiment à le lire. J'en ai amené un certain nombre d'exemplaires ici. Si vous souhaitez vous le faire dédicacer, c'est le moment. Voilà, donc on le fera après cette séance. Voilà. Mais écoutez, je présente quand même les deux auteurs, quand même. Je vais commencer par Raoul, qui n'est pas là aujourd'hui. Raoul Adamczak. Donc, il est titulaire d'un master en développement agricole international de l'Université de Californie. Donc, il faut préciser donc, que les deux auteurs sont en Californie, tous les deux. Ils sont tous les deux enseignants à l'Université de Californie à Davis. Donc, Raoul a pratiqué l'agriculture biologique sur une exploitation maraîchère qui a fourni en fait des paniers de légumes bio à plus de 500 abonnés.
pendant de nombreuses années. Il a été président du conseil d'administration de l'Organisation des agriculteurs certifiés bio de Californie, la California Certified Organic Farmers. Et il a également enseigné, il était donc enseignant à l'université, des pratiques de l'agriculture biologique, en particulier à la ferme des étudiants de l'université de Californie à Davis. Et puis donc Pamela, qui est ici présente, donc elle est phytopathologiste et généticienne, comme je le disais tout à l'heure. C'est une éminente professeure au département de phytopathologie de cette université. Elle est spécialiste de la génétique du riz. Elle est l'auteure de plus de 200 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture. Elle a reçu de très nombreux prix. Je ne vais pas pouvoir en faire toute la liste ici, mais vous trouverez toutes les informations très facilement. Elle a reçu de très nombreux prix, dont le prix international Louis Malassis, qui a été remis en France, dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Et elle est également membre de l'Académie nationale des sciences américaines. Voilà, donc je lui laisse maintenant la parole. Oui, alors je vais juste l'annoncer un petit peu. Donc, on va commencer par une toute petite vidéo. Pardon, je me mets au milieu. Donc, petite vidéo avant de donner la parole à Pamela, pour aussi donner la parole à Raoul, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et vous verrez, c'est une vidéo originale qui s'appelle GMO Organic, donc bio-GM, on peut traduire ça comme ça. A Botanical Love Story, donc une histoire d'amour botanique. Voilà, et qui permet de donner la parole aux deux co-auteurs et qui donne un peu l'esprit du livre.
Merci. Merci à tous d'être venus ici. Et merci à Xavier, Angélique, Marie-Cécile de m'avoir accueilli. Je suis ravie d'être à Lille avec vous. Je suis généticienne des plantes. J'étudie les gènes qui rendent les plantes résistantes aux maladies et tolérantes au stress. Aujourd'hui, je vais présenter quelques perspectives et défis que la biotechnologie moderne apporte à l'agriculture et à la société. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mon mari Raoul, qui est agriculteur biologique. Il plante une grande diversité de légumes. C'est l'une des nombreuses pratiques agricoles écologiques qu'il utilise pour garder sa ferme en bonne santé. Je vous laisse imaginer les réactions que nous suscitons. Vraiment, un agriculteur bio est une biologiste moléculaire des plantes et vous réussissez à être d'accord sur quoi que ce soit? Oui, nous y arrivons. C'est parce que nous avons tous les deux le même objectif. Nous voulons aider à nourrir une population qui ne cesse d'augmenter sans détruire davantage l'environnement. Je crois que c'est le plus grand défi de notre temps. Pourtant, au fil des ans, nombre de nos amis, de notre famille et de nos collègues nous ont demandé comment les OGM affecteraient l'environnement et notre alimentation. Beaucoup de nos collègues scientifiques nous ont demandé si l'agriculture biologique pouvait produire suffisamment de nourriture pour nourrir le monde. Ce livre est notre réponse à ces questions. Notre intention est de donner aux lecteurs une meilleure compréhension de ce que font réellement les généticiens et les agriculteurs biologiques et aussi d'aider les lecteurs à faire la distinction entre la réalité et la fiction dans les débats sur le OGM. L'amélioration génétique n'est pas nouvelle. Presque tous les aliments que nous mangeons aujourd'hui ont été génétiquement améliorés à l'aide d'une méthode souvent radicale par les humains. Regardez ces images. Sur la gauche se trouve une image de l'ancêtre du maïs appelé théocenté. Il n'y a qu'un seul rang de grains qui sont recouverts d'une enveloppe rigide. À moins d'avoir un marteau, la théocynte n'est pas très bonne pour faire des tortillas. Et il n'y a pas que le maïs qui est différent. L'ancêtre de la banane moderne était petit et avait beaucoup de graines. Et l'ancêtre de l'aubergine moderne n'avait pas le beau violet des cultures d'aujourd'hui. Pour créer de nouvelles variétés, les sélectionneurs ont utilisé de nombreux types de techniques. Pour créer de nouvelles variétés, certains d'entre eux sont assez créatifs, comme le greffage de deux espèces entièrement différentes. Regardez cette combinaison de plantes, de tomates et de pommes de terre. Une autre méthode est la mutagénèse par rayonnement, qui provoque des changements génétiques aléatoires dans le génome de la plante. Le riz, qui fait partie des céréales ayant un label bio que beaucoup d'entre nous ont donné à manger à nos bébés, a été généré à l'aide de cette approche. Aujourd'hui, les sélectionneurs de plantes ont encore plus d'options parmi lesquelles choisir.
Certaines de ces méthodes modernes sont extraordinairement précises. Je vais vous donner quelques exemples tirés de mes recherches. J'étudie le riz, qui est un aliment de base pour plus de la moitié de la population mondiale. Chaque année, 70% de la récolte est perdue à cause des insectes ravageurs, des maladies et du stress environnemental. Si nous pouvons rendre l'agriculture paysanne plus productive et plus rentable, nous pouvons avoir un impact positif important sur la vie de millions d'agriculteurs pauvres. Prenons l'exemple des inondations. Le riz pousse bien dans l'eau stagnante, mais la plupart des variétés ne survivent pas si elles sont immergées pendant plus de 3 jours. Voici une image d'enfant marchant dans la rizière familiale au Bangladesh à la suite d'une inondation. Cette famille ne pourra pas récolter le riz au milieu de ce champ. À mesure que le climat change, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat prévoit que les inondations augmenteront en durée et en intensité. 25% du riz mondial est cultivé dans des zones sujettes aux inondations. En Asie du Sud et du Sud-Est, 4 millions de tonnes de riz, suffisamment pour nourrir 30 millions de personnes, sont perdues chaque année à cause des inondations. Cette région abrite 70 millions de riziculteurs, dont beaucoup vivent avec moins de 2 € chaque jour. Les sélectionneurs de riz connaissent depuis longtemps une variété de riz indien tolérante à l'immersion. Dans les années 1980, excusez-moi. 1990. Merci. Les sélectionneurs ont utilisé une approche de sélection conventionnelle pour introduire ce caractère de tolérance aux inondations dans les différentes variétés de riz. Cependant, les variétés de riz résultantes ont été rejetées par les riziculteurs parce que cette sélection a entraîné la création d'un riz avec des caractères indésirables tels qu'un rendement plus faible. À cette époque, les sélectionneurs n'avaient pas de moyen d'introduire le caractère de tolérance aux inondations de manière plus précise. Avec mes collègues Dave McKill et Kenong Xu, nous avons utilisé une approche génétique moderne pour isoler la gène. Cette diapo vous montre les résultats de nos expériences. À gauche, ce sont des plantes de riz conventionnelles et à droite, ce sont les plantes de riz dans lesquelles nous avons introduit le nouveau gène nommé SUB1 dans mon laboratoire. Nous avons étonné et enthousiastes que les effets de ce gène soient si clairs. Nous étions certains d'avoir identifié le gène qui rendait la plante tolérante aux inondations, mais ce n'était qu'une expérience de laboratoire. Les cultivateurs pourraient-ils avoir les mêmes résultats dans la rizière? La réponse est oui. Je vous propose de regarder cette vidéo de 4 mois en accéléré. Elle montre une variété SUB1 développée à l'Institut international de recherche sur le riz en utilisant la sélection assistée par marqueur. À gauche, voilà. À gauche, la variété de riz avec le gène SUB1. À droite, la variété conventionnelle. Au début, les deux poussent normalement. Cependant, après que le champ a été inondé pendant 17 jours, la variété conventionnelle ne prospère pas. En revanche, vous pouvez voir que la variété SUB1 récupère rapidement après les inondations. Dans ces expériences, la variété SUB1 a produit 3 fois plus de graines que la variété conventionnelle.
J'adore cette vidéo car elle montre la puissance de la génétique des plantes. En 2008, notre équipe a rendu visite à des agriculteurs en Inde et au Bangladesh qui avaient planté la nouvelle variété appelée Swarna Sabwan. Cette image montre les champs après une inondation naturelle. Vous pouvez voir que la variété Swarna Sabwan a très bien poussé. Elle avait un rendement supérieur de 70% à celui de la variété conventionnelle appelée Swarna. L'année dernière, plus de 6 millions d'agriculteurs ont cultivé le riz Sabwan. Un objectif important de l'agriculture durable est d'améliorer l'équité sociale et économique. Carl Emmerich et ses collègues de UC Berkeley et Tufts ont mené une expérience sur le terrain pour déterminer qui a bénéficié de la technologie Sabwan. Ils ont mené une étude dans l'État Odisha en Inde orientale, comme le montre cette carte en bas à droite. En rouge, les zones de plus haute altitude et en jaune, les zones de basse altitude dont les habitants appartiennent en grande majorité à des groupes sociaux minoritaires. Les chercheurs ont formé des résultats, les chercheurs ont formé deux groupes aléatoires de 128 villages chacun. Un groupe de traitement où les agriculteurs ont reçu des semences Swarna Sabwan et un groupe témoin où les agriculteurs ont continué à cultiver les variétés choisies, le plus souvent Swarna. Cette enquête a confirmé des résultats antérieurs, selon lesquels Swarna Sabwan offre des avantages de rendement aux agriculteurs pendant les inondations et n'affecte pas le rendement dans des conditions de non-inondation. Ces résultats montrent que le riz résistant aux inondations peut produire des rendements élevés, bénéficiant de manière disproportionnée aux agriculteurs les plus pauvres du monde. Alors, beaucoup de gens ne craignent pas la modification génétique lorsqu'il s'agit de déplacer des gènes de riz dans des plantes de riz. Mais lorsqu'il s'agit d'insérer des gènes de virus ou des bactéries dans les plantes, certaines personnes disent « pourquoi les scientifiques feraient-ils cela ?» Eh bien, c'est parfois la technologie la plus sûre, la moins chère et la plus efficace pour faire progresser l'agriculture durable et améliorer la sécurité alimentaire. Je vais vous montrer 3 exemples. Sur la gauche se trouve la papaye conçue pour résister au virus des taches annulaires de la papaye. La plantation de ces cultures a considérablement amélioré la capacité des agriculteurs hawaïennes à ne pas faire faillite. Le papaya résistant au virus a été développé par Dennis Gonzalez et ses associés il y a 25 ans. Aujourd'hui, 80% de toutes les papayas hawaïennes sont génétiquement modifiées. Il n'existe toujours pas d'autres méthodes pour contrôler cette maladie. Le génie génétique a également été utilisé pour développer le riz doré. Les professeurs Potraikis et Bayer ont généré du riz qui accumule du bêta-carotène dans des graines, précurseur de la vitamine A. L'objectif de ce projet est de réduire la carence en vitamine A. On estime que 500 enfants deviennent aveugles chaque année par manque de vitamine A.
La moitié de ces enfants mourront. Les variétés de riz portant la cassette Golden Rice accumulent des caroténoïdes dans le grain, donnant au riz une couleur dorée, comme vous pouvez le voir ici. Les scientifiques prédisent que la consommation de riz doré sauvera la vie d'enfants vivant dans les régions où le riz est la principale source de nourriture et la carence en vitamine A est répandue. Le riz doré a été approuvé par la consommation dans plusieurs pays, mais n'est pas encore été distribué aux producteurs pour la production. Bien que le processus d'approbation réglementaire a été lent, cette année, le riz doré a été approuvé pour la propagation commerciale aux Philippines. Ça vient de changer hier. Vous pouvez voir comment le génie génétique peut être utilisé pour aider les agriculteurs à lutter contre les maladies et à réduire la malnutrition. Mon dernier exemple montre que cette technologie peut également être utilisée pour réduire l'utilisation des insecticides. Jeter un œil à cette chenille, c'est régalant de cette aubergine. Le noir que vous voyez est de la fraise, ce qui sort de l'arrière de l'insecte. Au Bangladesh, cette chenille peut détruire toute la récolte d'aubergines si ce n'est pas contrôlé. Pour cette raison, les agriculteurs pulvérisent souvent des insecticides tous les 2-3 jours, parfois 2 fois par jour. Nous savons que certains insecticides sont nocifs pour la santé humaine, surtout lorsque les agriculteurs et leurs familles n'utilisent pas une protection adéquate comme ces enfants. 300 000 personnes meurent chaque année dans les pays moins développés à cause de l'exposition et de la mauvaise utilisation des insecticides. Pour réduire les pulvérisations de produits chimiques sur les aubergines, Cornell et des scientifiques bangladais ont décidé d'essayer d'utiliser une approche génétique qui s'appuie sur une technique d'agriculture biologique. Les agriculteurs biologiques pulvérisent souvent un insecticide produit à partir de bactéries appelées Bt, qui est très spécifique aux chenilles nuisibles, mais n'est pas toxique pour les oiseaux, les poissons et les humains. Il est moins toxique que le sel de table. Mais cette stratégie ne fonctionne pas bien pour les producteurs d'aubergines au Bangladesh. C'est parce que les pulvérisations sont chères, difficiles à trouver et n'empêchent pas l'insecte de pénétrer à l'intérieur de la plante. Grâce au génie génétique, les scientifiques ont coupé le gène Bt de la bactérie et l'ont inséré directement dans le génome de l'aubergine. Cela fonctionne-t-il pour réduire les insecticides au Bangladesh? Oui, définitivement. Au cours des dernières années, les producteurs d'aubergines ont signalé qu'ils étaient en mesure de réduire considérablement leur pulvérisation de produits chimiques, souvent même jusqu'à ne plus en faire. Ils peuvent également conserver leurs graines et les replanter l'année suivante. Certains de mes amis et de ma famille s'inquiètent de ces percées remarquables en génétique des plantes. Ils me demandent, comment savez-vous que les aliments contenant de nouveaux gènes sont sans danger? Eh bien, le génie génétique, le processus de déplacement des gènes entre les espèces, n'est pas une technologie nouvelle. Après 40 ans d'utilisation commerciale dans la médecine, les fromages, le vin et des plantes, il n'y a pas eu un seul cas de nuisance à la santé humaine ou à l'environnement.
Je dis, écoute, je ne te demande pas de me croire. La science n'est pas un système de croyance. Mon avis n'a pas d'importance. Regardons les preuves. Après plus de 20 ans d'études minutieuses et d'examens rigoureux par des milliers de scientifiques indépendants, toutes les grandes organisations scientifiques du monde, y compris l'Académie des sciences, ont conclu que les cultures génétiquement modifiées actuellement sur le marché sont sans danger pour la consommation et que le processus de génie génétique est tout aussi sûr que les anciennes méthodes de modification génétique. Ce sont précisément les mêmes organisations auxquelles la plupart d'entre nous font confiance lorsqu'il s'agit d'autres questions scientifiques importantes telles que le changement climatique mondial et la sécurité des vaccins. Je crois qu'au lieu de nous inquiéter des gènes dans notre alimentation, nous devrions nous concentrer sur la façon dont nous pouvons aider les enfants à grandir en bonne santé. Nous devons nous demander si les agriculteurs et les communautés rurales peuvent prospérer et être sûrs que tout le monde peut s'alimenter. Et enfin, nous devons minimiser la dégradation de l'environnement. Ce qui me fait le plus peur quand j'entends tous les bruits qui courent contre l'utilisation du génie génétique chez les plantes et que je vois la propagation de fausses informations, c'est que les personnes les plus pauvres, celles qui ont le plus besoin de la technologie, peuvent se voir en refuser l'accès en raison des vagues de peur et des préjugés de ceux qui ont assez à manger. Nous avons un énorme défi devant nous. Célébrons le progrès scientifique et utilisons-le. Faisons tout notre possible pour soulager les souffrances humaines et protéger l'environnement. Merci. Et je suis heureuse de répondre à vos questions. Vous pouvez poser les questions en français et si je ne comprends pas, ma collègue Marie-Cécile va m'aider, faire les traductions. Oui. Je peux répéter la question. Oh non, c'est mieux comme ça. Oui. Bonjour, alors moi je suis Stéphane Brabant, agriculteur et ingénieur de cette école et j'avais une question, c'est que par rapport à l'intitulé de la conférence aujourd'hui, produits bio et OGM, je suis agréablement surpris du sujet, sachant que nous on vit dans un pays ici en France où quand un produit veut annoncer sa qualité au grand public, on annonce en grand sur son emballage, garantie sans OGM. Oui, je sais. Et là, on part de loin chez nous en France. Et alors moi, c'est pas une question qu'autre chose, c'est plus pour faire réagir d'autres personnes, pour certaines personnes qui sont dans des comités d'éthique et qui peuvent être dans la salle, c'est de me dire, mais pourquoi vous nous présentez quelque chose ici en France, en Californie, vous nous présentez quelque chose qui nous paraît comme tellement évident dans le discours, et pourquoi nous, en France, on n'arrive pas à développer ce mix qui est l'OGM et l'agriculture biologique. La question est claire. Oui, 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 oui. Sans OGM. Oui, mais la réponse, c'est toujours la même réponse, c'est la politique. En fait, le EFSA, European Food Safety Agency, EFSA, ils ont écrit beaucoup de fois que c'est it's safe et c'est sûr et c'est l'organisation la plus élevée pour la sécurité de l'alimentation en Europe. Mais les politiciens n'écoutent pas aux scientifiques de EFSA.
Mais c'est difficile. C'est comme les vaccins. Chez nous, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être vaccinés, même s'ils ont des membres de famille qui sont morts. C'est vraiment l'information mauvaise qui spread. Oui, comme une épidémie. Oui, et c'est vraiment difficile. Mais ce que je pense, c'est important de savoir, parce que aux États-Unis, on a le droit de planter les produits GMO. Et en fait, le maïs, nous avons réduit 10 fois l'application de pesticides chimiques. Ça fait 20 ans maintenant, il y a presque plus de pesticides, insecticides, je dois dire, insecticides chimiques à cause de BT. Mais en Europe, les agriculteurs sont forcés de continuer avec les insecticides chimiques, mais je pense que le public, il ne sache pas. They don't know. Vous avez bien que Thierry ait une question. Je vais je vais continuer dans la foulée de ce qui a été dit, mais en prenant des points de vue peut-être un peu différents, même si j'entends bien l'enjeu de nourrir notamment les pays les plus... Bien que ça, et ça doit aussi intervenir dans l'alimentation éthique, y compris dans les pays riches. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, par rapport aux OGM, vous savez mieux que moi sans doute, hein, les monopoles aussi mondiaux des questions d'économie très fortes, ce n'est pas votre cas, hein, mais des questions d'économie et de monopole économique très fortes qui viennent aussi interagir avec les questions d'éthique et d'utilisation. Mais ma question, elle est plus en Europe, où on est très frileux par rapport aux OGM, on a peur des OGM. On ouvre actuellement la discussion sur l'utilisation de CRISPR et ces technologies-là qui n'introduisent pas un gène étranger. Est-ce que ce sont des OGM ou pas des OGM? C'est une discussion de bureau, ça, c'est important de bureau, il faut bien reconnaître. Mais actuellement, il y a cette ouverture-là qui paraît plus saine, entre guillemets. C'est pour ça que je vous pose la question. Hein. Est-ce que, à votre avis, cette utilisation de CRISPR par rapport aux OGM, les fameux NBT plutôt que les OGM, est-ce que ça va peut-être ouvrir des choses encore plus sécuritaires, hein? Et puis, il reste la grande question aussi, parmi d'autres, de la traçabilité des produits. Hein? Et cette question-là, il faut bien le reconnaître, n'est pas simple. Et elle est normale, commercialement parlant. C'est normal de la poser. Oui, merci. Juste pour rassurer notre auditoire, dans le livre, vous avez un glossaire avec un certain nombre de définitions CRISPR, NBT, New Modern Technology. Donc, si vous avez un doute sur les acronymes qui sont utilisés, ne vous inquiétez pas, tout est écrit dans le livre. Voilà. Donc, j'ai fait la recommandation commerciale. D'accord. Maintenant, la technique vis-à-vis de Thierry et sa question. Ah oui, merci. Il y a 3 questions, la monopole, les CRISPR et la traçabilité. Merci, vous êtes très patient avec mon accent, très fort. Mais la monopole, oui, c'est vrai, dans le monde, il y a peut-être 4 très grandes entreprises qui font les semences pour l'Europe et les États-Unis et les autres pays avancés, les pays capitalistes, oui. Mais ce qu'on ne se rend compte très souvent, que les agriculteurs bio, ils achètent les semences de même entreprise. Alors, ce n'est pas la génie génétique qui a changé, ça n'a rien changé. Parce que tous les agriculteurs, il les faut les bonnes semences et ils achètent très souvent des grandes entreprises. Mais des fois, peut-être il y a quelques-uns qui peuvent
récolter les semences chez eux, mais la plupart des agriculteurs achètent les semences. Alors, c'est la vie capitaliste, oui. Mais dans les pays qui sont assez pauvres, c'est très important qu'ils peuvent replanter les semences. Comme en Bangladesh, le riz self-pollinates. Merci. Et alors, les agriculteurs peuvent prendre le riz, peuvent manger le riz, et une partie peut replanter. Ils peuvent donner le riz aux voisins. Mais c'est très différent que ce qu'on fait en France et en Californie, d'abord. Alors, je pense que c'est une question très importante, mais ce n'est pas beaucoup rien à faire avec la génétique. Et la deuxième question, c'est le CRISPR-Cas9. Et c'est une nouvelle technique, il y a 10 ans peut-être, qui est très importante. Beaucoup de monde, beaucoup de chercheurs utilisent cette nouvelle technique pour faire les changements génétiques. Par exemple, il y a une maladie très, très sérieuse chez les humains qui s'appelle sickle cell anemia. Et en français, c'est une maladie de sang. Oui. Et maintenant, il y a une solution pour la première fois à cause de cette nouvelle technique. Et aussi, chez nous, chez les plantes, il y a beaucoup d'opportunités à faire les tomates qui sont plus grands ou bien le riz qui est plus résistant aux maladies. Et je sais que dans les années qui viennent, vous allez voir beaucoup des plantes merveilleuses. Mais c'est la génétique. C'est toujours la génétique. En fait, on a fait les changements des plantes depuis 10 000 années. Mais les changements, la technique change, oui, parce qu'il y a 30 ans, on avait la génétique, c'est dans notre des proies, c'est le vaccin, c'est la génétique. Et maintenant, ça commence avec le CRISPR. Pour moi, ce qui est important, c'est le résultat. Si on ne devient pas malade parce qu'on a un vaccin, ça c'est très bien, même si c'est fait avec la biotechnologie. Et c'est pareil chez les plantes. Si une agriculture n'a plus besoin de pulvériser les insecticides chimiques, c'est très bien pour le monde, les agriculteurs, les enfants. Et pour moi, ça, c'est très bien. Et c'est pareil avec la CRISPR. Et les nouvelles techniques ne sont pas plus dangereuses que les très vieilles techniques qui étaient très random. Alors, les nouvelles techniques sont très, très précises. Et aux États-Unis, les nouvelles techniques de CRISPR-Cas ne sont pas régulées. Mais je sais, en France, ils restent encore régulés. Alors, ça va faire, c'est difficile pour les chercheurs de faire les expériences. C'est difficile pour les agriculteurs d'obtenir les semences. Mais c'est très intéressant et je sais que la France y pense. Et en Angleterre, maintenant, ils ne sont plus partie de l'Union européenne. Ils ont commencé à distribuer les plantes qui sont faites avec le CRISPR parce qu'ils ont les nouvelles règles. Alors, j'espère que l'Union européenne peut faire le progrès pour réduire
insecticides chimiques pour aider les agriculteurs, pour que je ne veux pas que les agriculteurs en France souffrent. Oui, c'est bien s'ils peuvent continuer avec les nouvelles techniques comme le reste du monde. C'est mon avis personnel. Merci Pamela. Juste un point, c'est qu'effectivement, les nouvelles technologies n'ont pas franchi la Cour européenne de justice. Donc, c'est toujours un sujet et c'est certainement à nous aussi, en tant que citoyens, de convaincre l'ensemble de la population. Mais effectivement, on est toujours bloqué au niveau européen par cette Cour de justice. Oui, je sais. Merci. Voilà. Oui, je suis un tout petit mot. Nous avons des questions en ligne que je vais vous lire. Oui. L'autre question. Bonjour, mon cher. Sans être long, c'est juste pour dire qu'en Europe, en tout cas, l'Union européenne, on considère que c'est une meilleure possibilité d'utiliser les NBT parce qu'on n'introduit pas de gènes étrangers. C'est une différence, c'est toujours de la génétique, mais c'est une différence qui ouvre des possibilités plus grandes que les OGM avec la vision de la mentalité de l'Union européenne. Oui, vous avez raison. L'association Le Jardin Voyageur. Il y a 40 ans à peu près, avant que je fasse le LISA, j'étais allé aux États-Unis, en Californie, voir une maison de semences qui faisait des tomates carrées. Alors, je ne comprenais pas pourquoi, c'était pour l'emballage, pour en mettre plus dans les emballages. Je suis pour faire la recherche génétique sur les résistances aux insecticides, aux herbicides, mais sur le côté visuel, pour moi, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Surtout que la tomate, elle est d'origine d'Amérique du Sud. Donc, voilà, c'était ma question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire la génétique sur le visuel? Sur la forme des tomates. Oui. J'avais entendu un jour sur la forme des œufs, ce serait également plus facile à mettre en place dans les cagettes. Donc, did you get a question? Oui, je pense. Oui, la génétique peut changer la forme, le sang, le goût, la résistance aux maladies. Il peut faire beaucoup de choses. Et c'est ça la question? Oui. Pourquoi faire des tomates carrées? Ah, chez nous en Californie, je pense que c'était l'Université de Californie à Davis, où je suis quand je suis chez moi. Parce que chez nous, on produit les tomates pour la salade, mais aussi beaucoup de tomates pour la sauce. Et je pense que les agriculteurs de tomates voulaient envoyer les tomates très loin dans les boîtes. C'était pour ça. Ce n'était pas pour manger pour les tomates. Oui. Alors, il y a des questions en ligne, je vais les lire. Et ce sont des tomates différentes, les cultures très différentes. Question en ligne. Avez-vous connaissance de projets à grande échelle d'utilisation des OGM pour absorber les émissions carbone? Le projet à grande échelle, c'est quoi? Large. Oh, est-ce que je connais les projets comme ça? Est-ce qu'il y a des projets d'OGM pour capturer le carbone? Oui. Et il y en a quelques-uns. En fait, mes collègues et moi, on lancé un projet de stocker le carbone dans le sol profond. Et ça va prendre du temps parce que d'abord, il faut faire les plantes qui peuvent fixer le carbone plus meilleur de l'atmosphère. Et ensuite, nous voulions faire les racines qui sont très profondes. Et finalement, il y a l'histoire de microbiote. Il faut changer le microbiote. Alors, nous pensons de faire les plantes qui peuvent sécrètent les bonnes choses pour les microbes. Comme ça, les microbes peuvent attraper le carbone et le mettre
dans le sol très profond pendant longtemps. Alors, il y a beaucoup de projets qui essayent de le faire. Alors, nous avons deux questions dans la salle. Une question, je vais donner plusieurs questions, compte tenu du temps. Je pense La première question, c'est est-ce que les écoles comme les nôtres, oui. qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à mieux faire comprendre au public l'intérêt des techniques de génétique? Ça, c'est la première question. Comment les écoles... peux répondre parce que autrement, je ne me souviens pas. Oui, les écoles comme ici, ce sont les étudiants très doués. Vous allez faire beaucoup de choses intéressantes. Et ce que je pense est très important de parler avec votre famille, vos amis et parler de ce que vous faites et explique très bien ce que vous voulez faire et donne les exemples très spécifiques. Je pense que ça aide beaucoup parce que si on parle des OGM, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les OGM sont différents. Il y a les OGM qui n'ont pas besoin d'insecticides chimiques, mais il y a encore des OGM qui ont besoin des herbicides chimiques. Mais ce sont les choses très différentes. Et les aubergines pour les Bangladesh qui n'ont pas beaucoup à manger et le riz doré pour les enfants, ce sont toutes les applications différentes et je trouve que c'est très bien d'expliquer pour les publics. Autrement, la discussion n'avance pas. Merci. Donc, une question ici. Moi, quand je suis allée à l'université, on m'a présenté plutôt comme un échec des OGM parce que, qu'on m'a expliqué, c'était que l'utilisation de ce riz doré, d'une part, apparemment, de ce que je me souviens, il faudrait manger 1 kilo de riz pour que ça arrive à ce qui est nécessaire pour que ça évite la cécité chez les enfants. Et d'autre part, on avait présenté ça plutôt comme un échec parce que ce riz doré avait un moins bon rendement que le riz d'autres variétés classiques non OGM. Du coup, le bénéfice pour l'agriculteur et pour la population, au final, si on a un riz qui a moins de rendement, est-ce que c'est plus important? Est-ce que ça va provoquer plus de dégâts, qu'il y ait une famine parce qu'il y a moins de rendement, ou est-ce qu'il y ait des problèmes de cécité pour un manque de vitamines? Voir entre les deux, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que vous pouvez nous mettre d'expertise au riz, revenir un peu plus sur cet exemple-là qui, moi, dans ma tête, était un exemple d'EGM qui n'avait pas marché. Merci beaucoup. On vous laissera une adresse mail respective pour pouvoir communiquer en détail sur ce sujet. Mais... Oui. Merci pour la question. Ce sont c'est dans la tête de beaucoup de monde. C'est ça le problème parce que ce sont les informations fausses. En fait, ça ne prend qu'une petite tasse pour aider beaucoup des enfants. Et on prédicte, les scientifiques prévoient que dans 1 an, nous pouvons sauver la vie des 1000 enfants. Alors, mais les vieilles idées sont dans les têtes des personnes. C'est à cause des organisations qui n'aiment pas la biotechnologie. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que si on ajoute une gène pour faire la vitamine A, ça ne change pas le rendement. Ça ne fait plus bien ou moins bien. Ça ne change que la vitamine. C'est comme le pain, je ne sais pas. Le pain, c'est un mauvais exemple, mais peut-être le lait et du lait. Ici, il y a
peut-être ajouter avec le vitamine D ou le sel qui a le fer. Oui, il y a les choses que we take for granted. Les parents des enfants, ils ont tout ce qu'il faut pour les enfants. Mais c'est ce qu'il veut faire aux Philippines, en Asie. C'est ça. Et il y avait il y avait un troisième exemple, n'était pas. C'est partout dans l'Internet, oui, je sais, mais c'est pas la vérité. En fait, maintenant, vous pourriez regarder le site Internet qui s'appelle goldenrice.org et ça adresse des informations fausses. Oui. Merci. On va prendre les deux dernières questions qui sont sur Internet et dans la salle. Première question, est-ce que la sélection, ou tout au moins le génie génétique, peut nuire à la diversité génétique, dans la biodiversité? Ça, c'est la question. Et la deuxième question en ligne était sur, je crois qu'on l'a traité, sur les écoles. Que peuvent faire les écoles? Oui. Voilà, donc la dernière question, et après on pourra, je terminerai sur les instructions pour la suite jusqu'à 14 heures. Donc la question sur la biodiversité et les risques que le génie génétique peut faire courir éventuellement à la biodiversité. Oui, mais le génie génétique n'est pas vraiment, par rapport de la biodiversité, c'est pas vraiment différent que les méthodes conventionnelles de faire les semences. Si une bonne semence, tous les agriculteurs veulent le planter et risquent de réduire la biodiversité, c'est clair, mais la génie génétique ne change pas ce problème. Si c'est populaire, les agriculteurs veulent le planter. Et en fait, moi, je trouve que dans mon laboratoire, ce que nous avons fait, nous avons pris une gène qui on ne mangeait plus du riz et nous avons mis dans le riz sabouane. Alors, ça veut dire que la biodiversité de cette plante, la diversité génétique est plus grande. Parce que maintenant, ce qu'on peut faire, il y a les banques de semences qui ont 100,000, je ne fais pas, 100,000 semences de riz. Beaucoup de diversité génétique. Et maintenant, ce que nous pouvons faire, nous pouvons regarder dans les banques et trouver les gènes qui sont très importants. Et ça va changer l'agriculture maintenant parce que l'agriculture ne reste pas statique. Nous pouvons employer les diversités génétiques. Merci, Pamela. Donc, nous allons passer à la deuxième partie. Vous aurez l'occasion d'échanger en 1 heure avant que vous repartiez sur Paris. On va tout d'abord remercier Julien Lumi. Un très grand merci pour avoir les équipes d'Angélique, pour avoir monté cette conférence. Sans vous, rien n'aurait été possible. Donc, très grand merci. Et j'espère qu'on aura également d'autres occasions avec Agridé, effectivement, de pouvoir continuer dans ce club agro. Un grand merci à Pamela pour avoir fait le déplacement et pour avoir un français. J'adorais parler aussi bien l'anglais comme beaucoup d'entre nous. Merci. Merci Marie-Cécile pour avoir avec persévérance fait en sorte que l'on puisse venir à Lille, parce que je sais que vous avez eu un programme assez diversifié et assez chargé pendant ces quelques jours en France. Donc c'est effectivement toujours une bonne occasion de voir le campus, de voir les étudiants, de voir les professionnels autour de nous. Donc ça a été évidemment trop court. Le livre sera à votre disposition avec de quoi nous restaurer. On n'avait pas mis la restauration publique parce que vous savez très bien que voilà, nous aurions pu avoir beaucoup de participants, non pas à la conférence mais au déjeuner. Et ce sera l'occasion de poser des questions. Je vous recommande ce livre en particulier pour nos repas de famille, vous savez, de Noël.
où parfois certains d'entre nous nous posent des questions sur toi, tu travailles dans l'agriculture, et c'est toi qui pollue la planète, etc. Donc vous aurez des réponses à des questions souvent posées et avec beaucoup de simplicité dans la rédaction, parce que je pense que ça a été un travail énorme de vulgarisation. Et surtout, j'ai bien aimé la dernière page avec les acronymes et les définitions. Ça fait toujours mieux de connaître la définition de NBT en public, en tout cas. Oui. Et effectivement, c'est un très bel essai. Les 300 pages se lisent très rapidement, je peux en témoigner. Et vous pouvez m'interroger sur le livre, je pourrai répondre. Voilà, merci. Merci à vous.